patience. I just came here to defend. Dis-moi un peu ce que tu fais de beau dans la vie et quel est ton lien du coup avec la réalité virtuelle. Alors moi, de base, je suis producteur dans le digital depuis 10 ans. J'ai une boîte qui s'appelle Fatcat où on fait beaucoup de webdoc, de choses interactives, de pubs internet. Et depuis 2 ans, j'ai une nouvelle structure qui s'appelle Okio Studio qui est spécialisée dans la production de contenu en prise de vue réelle pour la réalité virtuelle. C'est-à-dire que le gaming a une énorme part dans ce qui est la VR aujourd'hui. Nous, c'est pas notre travail. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment créer des films pour les casques de réalité virtuelle, qui sont en stéréoscopique ou pas, en animation en prise de vue réelle, interactif ou non interactif, mais ça restera des films. Voilà un peu ce qu'on fait chez Okio. Merci Antoine. À ton tour, Jika, dis-nous un petit peu tout ça. Ce que tu fais de beau et ton lien. Donc moi je suis journaliste, je travaille pour lesnumériques.com depuis très peu. Mais avant j'ai travaillé pour d'autres magazines, enfin Joystick par exemple, PC War, des choses comme ça. Et tout simplement la VR, et je fais aussi un podcast qui s'appelle ZQSD. Fais de la pub, je le rappelle, promo, oui, c'est le meilleur podcast PC en France. De l'univers. Vu qu'on est les seuls à faire que du jeu PC, c'est un peu facile. Donc moi, la réalité virtuelle, tout simplement, c'est un sujet qui me passionne depuis assez longtemps. Je suis le sujet depuis l'Oculus Rift en 2012, et donc voilà, j'écris régulièrement sur le sujet, j'en parle. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis là, c'est pour parler de ce sujet qui m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup. Et même punition pour toi, Balthazar. Dis-moi tout. Dis-nous tout. Bonsoir. Donc je représente le studio Inner Space, qui est lui aussi un studio de création de contenu dédié à la réalité virtuelle. En revanche, nous, on est plutôt orienté expérience temps réel. Plutôt images de synthèse on utilise des moteurs qui sont utilisés dans les jeux vidéo, mais comme Unity ou Unreal, mais plutôt pour des expériences narratives donc pour tout type de casque. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant on se connaît tous, enfin à part moi. Alors moi c'est simple, j'ai décidé de prendre un prénom dans le jeu vidéo. Quand t'es animateur ça passe bien, je m'appelle Julien. Voilà, comme ça on est tranquille. Et aussi les lunettes en même temps. Aussi les lunettes. Et du coup, maintenant qu'on se connaît, on est à l'aise, on va passer dans le vif du sujet avec la première question la plus simple, c'est la réalité virtuelle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut avoir une définition meilleure que Wikipédia? Est-ce que Balthazar, Jika, Antoine, l'un de vous est chaud pour commencer? Je laisse les professionnels, ceux qui travaillent dessus, répondre bien, à cette la question. patate chaude. Je mets des fils. Mais je peux te dire que j'ai pas encore regardé la page Wikipédia déjà. J'ai regardé, la définition est bonne quand même sur la page Wikipédia. Copier-coller. La définition n'est pas trop mauvaise, mais elle est un peu chiante et lourde, mais elle n'est pas si mauvaise. Dites-nous vous, comment vous définiriez la réalité virtuelle? Je la définirais en fait par rapport à la réalité augmentée, parce que c'est un terme qui est souvent confondu chez les gens. Moi, souvent dans la presse, j'ai des interviews et puis on voit le lendemain, producteur de réalité augmentée, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est assez simple en les comparaisons de faire une définition. La réalité augmentée, tout le monde sait un peu ce que c'est, quoi. On pointe un iPhone, on est au-dessus des Alpes, et puis en pointant l'iPhone, on va voir des informations se rajouter sur une couche de réalité. Ou alors avec des Google Glass, c'est-à-dire on va voir quelque chose de réel et une information supplémentaire va s'ajouter à cette couche de réalité. C'est pour ça, bien sûr, qu'on augmente la réalité. La réalité virtuelle, c'est vraiment... on va vous couper du réel totalement, c'est-à-dire à l'aide d'un masque, vous allez être totalement immergé dans un univers virtuel qui va tromper vos sens, tromper votre cerveau, pas encore tromper votre corps, mais je pense qu'on y arrivera. Et ça va nous permettre, nous, raconteurs d'histoire, que ce soit pour les jeux vidéo ou pour l'entertainment ou pour plein de choses, de vous immerger totalement dans un univers totalement virtuel. Après, je crois que la définition de Wikipédia, c'est un truc du style la création d'univers virtuels fait par. Elle fait très mal à la tête, cette définition. Elle fait très mal, mais elle est quand même assez bonne, je veux dire. C'est vrai qu'elle est un peu lourde. Mais voilà, je dirais qu'en gros, c'est vous créez un nouvel univers qui vous transporte, qui a un peu fait le don d'ubiquité, qui vous transporte dans un univers que vous ne connaissez pas. Ou peut-être que vous connaissez et que vous allez découvrir d'une façon différente. Je pense que c'est quand même pas évident à définir, ne serait-ce que parce que la technologie évolue très vite et que chaque nouvelle itération de casque amène à repenser un peu ce que c'est que la réalité virtuelle, du fait qu'on a des nouvelles possibilités. Et je pense que la définition probablement va être amenée à évoluer en comparaison aussi d'autres technologies comme
celle de HoloLens pour la réalité augmentée. Mais moi, je veux juste insister sur cette question d'ubiquité et comment dire, un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui dans l'industrie, c'est la présence. Et je pense que c'est une notion qui est assez unique à la VR et qui, je pense, permet de la définir. Il suffit, en fait, et c'est ça qui est assez amusant, il suffit de faire une bonne expérience de VR pour se rendre compte que ce que c'est que la présence et que c'est quelque chose qui est unique à la VR. Et c'est la sensation, enfin, je le définirais comme étant voilà, la sensation d'être ailleurs. Dans un espace qui peut être d'ailleurs réel, puisqu'il a été capté avec des caméras 360, comme virtuel. Même s'il est extrêmement minimaliste, on peut avoir une vraie sensation physique d'être dans cet autre espace reconstitué qu'on voit à travers le casque. Alors, avant d'arriver là, est-ce qu'il y a eu, quelques années auparavant, ou beaucoup d'années auparavant, des essais de réalité virtuelle, que ce soit dans le jeu vidéo, dans le cinéma ou dans d'autres systèmes, entertainment ou non? Est-ce que ça a déjà existé? Est-ce qu'il y a eu déjà des coups dans l'eau ou des franches réussites? Je vais répondre un peu. C'est vrai qu'il y a eu déjà une vague au milieu des années 90. Il y a eu pas mal de constructeurs qui ont lancé leur casque de réalité virtuelle. On appelait déjà ça la réalité virtuelle. Et je me souviens, voilà, les magazines ont fait des couvertures en disant voilà, c'est l'avenir. Ça n'a pas du tout été l'avenir parce que techniquement, c'était pas du tout au point. Et c'était essentiellement des expériences de jeux vidéo. Il y avait des petits jeux où on était dans une sorte de cercle délimité avec un faux pistolet, avec un minuscule écran où on pouvait tirer sur des petits cubes qui représentaient des ennemis. C'était pas au point parce qu'on reviendra sans doute, ça viendra après sans doute dans le débat, mais les technologies n'étaient pas au point tout simplement. Donc il y a eu effectivement toute une vague de casques qui sont plus ou moins sortis. Honnêtement, je pense que ça s'est très très peu vendu. On peut parler aussi, alors même si pour moi c'est pas vraiment de la VR, mais Nintendo ils ont quand même fait un truc qui s'appelle le Virtual Boy, qui a quand même le mot virtuel dedans. Même si là on n'était plus sur un écran holographique, mais il y avait une volonté de faire de la réalité virtuelle grand public. C'était ça a été un four. Tout rouge, c'est ça? C'était un Voilà, simulateur de nausée de femme enceinte, ouais, je crois. C'est à ça. l'époque. C'était tout rouge, c'était donc des graphismes vert et rouge avec un effet d'immersion et ça donnait mal au crâne au bout de 20 minutes. Donc ça ne s'est logiquement pas vendu, quoi. Alors, la différence par rapport au passé, c'est que les technologies sont meilleures. Est-ce qu'il y a plus d'implication de la part de... Je peux juste rajouter Ah, je t'en prie, vas-y, un je t'en petit prie. Enfin, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit, mais parfois, comme il y a un côté business dans une entreprise, on croise quelques financiers, des gens comme ça. Et il y a un financier qui me racontait il n'y a pas longtemps, moi j'ai pas assez d'expérience pour le savoir ou de connaissances, mais qu'en gros, chaque nouvelle avancée technologie a deux booms. En fait, un premier qui fait connaître un peu le truc aux professionnels, sûrement à l'armée, aux chercheurs, qui en général suit une période de 5 à 15 ans qui retombe et qui revient. Et en fait, ce financier me faisait remarquer, et c'est pour ça qu'on voit des levées de fonds, des gens qui investissent, Spielberg qui rachète des boîtes, c'est qu'on est sur ce deuxième pilier, sur ce deuxième boom de la VR, qui est en général celui où ça marche. En effet, les gens sont prêts à recevoir la technologie est bonne, existe, je ne devance pas ta question ni les prochaines réponses, mais voilà, pour dire que ça arrive souvent dans les technologies, qu'il y a un premier pic, ça retombe, le temps que, j'imagine, les gens s'y habituent, les techniques se perfectionnalisent, et ça revient. Et là, aujourd'hui, on est sur ce second boom, qui est donc très important pour les gens qui en font, parce que c'est aussi une preuve une preuve non, mais un indice fort qu'on est sur un moment où ça risque vraiment de marcher. C'était juste... Vas-y, je t'en prie. C'est vrai qu'effectivement, les usages professionnels, donc dans la recherche, dans la médecine, dans l'armée, existent depuis quand même assez longtemps, plus longtemps que ce qu'on pense, et notamment via des choses qui ne sont pas des casques, par exemple des caves, ce sont des sortes de pièces, de cubes, où sur chaque face, ils projettent une image en 3D, et on peut interagir avec. Là, c'est de la réalité virtuelle aussi, même si on n'est pas dans du casque, et ça existe depuis longtemps dans les milieux professionnels, et ça marche plutôt bien, sauf qu'évidemment, c'est pas à la portée du grand public, parce que ne serait-ce que par l'installation et le prix, voilà. Donc, ce qui incarne aujourd'hui la réalité virtuelle pour le grand public, c'est clairement les casques. D'accord. Merci d'empêcher de parler. Merci beaucoup. Vas-y. Non, mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, on parle pas trop du côté économique de l'aspect financier qui est pourtant primordial pour le coup. Et en parlant de ça, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà pu essayer différents casques, que ce soit l'Oculus ou le cardboard de Google ou voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient donner leur... Oh, il y en a beaucoup quand même. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient donner leur avis, peut-être? Quelqu'un est chaud pour prendre le micro, discuter, nous donner un peu son ressenti? Seb? Ah, bah plus près. Au plus près et après on passera avec toi. Bonsoir.
Bonsoir. Ça marche là ou pas? Ouais. Nickel. Du coup, j'ai eu l'occasion d'essayer, c'était dans cette salle d'ailleurs, l'Oculus Rift. Et mon ressenti, c'est que j'avais vu du coup beaucoup d'articles sur des trucs qui s'étaient passés avant, et là c'était un peu beaucoup mieux. On avait vraiment une certaine immersion, et pour moi le plus gros problème, ça restait le manque de déplacement du coup. Mhm. Et je trouve que ça c'est très très problématique, mais sinon c'était vraiment au niveau de la vue, c'était parfait quoi. Je sais pas. D'accord. Technologiquement parlant, tu trouvais ça propre, pas de, à part le fait de se déplacer, effectivement, juste la tête, mais pas pouvoir Il y bouger. avait aucune incohérence par rapport à si je regardais dans la vie réelle à droite à gauche quoi. D'accord. Ok. Toujours prêt? Allez. Bonsoir à tous, je m'appelle Bonsoir. Léo. J'ai acheté un Oculus il y a quelques mois parce que je suis architecte et je m'intéresse à la réalité virtuelle pour mon métier. C'est une technologie qui est devenue populaire chez les architectes américains qui voient un super outil de prospection et de publicité auprès de leurs clients parce que ça permet une application beaucoup plus forte de la part du client que sur un simple plan en 2 dimensions. Donc j'ai acheté l'Oculus DK2 il y a quelques mois et alors c'est vrai que j'ai vu le bond en avant parce que j'ai eu l'opportunité à la fin des années 90 de tester des protos de casques de réalité virtuelle. Ça ne marchait pas du tout, c'était vraiment très très grossier, des simples polygones. Donc là j'ai vu le bond en avant, j'ai vu que c'était pas du tout un gadget. En revanche, c'est vrai que les limitations techniques sont encore là. Déjà la résolution, parce que ça a beau être une dalle Full HD, c'est si près des écrans qu'il y a encore vraiment cet effet de moustiquaire, donc ça reste une limite. Mais c'est pas la plus forte pour moi, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est plus les nausées que ça peut provoquer chez certaines personnes qui sont une grosse limitation technique, et je crois qu'ils en ont pris conscience, comme quoi ça pouvait vraiment bloquer leur marché dans un avenir proche. Malgré la Et, technologie actuelle, c'est pas encore assez poussé, selon toi? C'est suffisamment convaincant, j'ai envie de dire. D'accord. Là, il y a une certaine maturité. En tant qu'architecte ou en tant que joueur de jeux vidéo, il y a une maturité suffisamment convaincante pour moi pour aller plus loin. D'accord. Enfin, ça dépend des modèles. Effectivement, le DK2, c'est bête à dire, mais il commence à être relativement ancien. Il a 1 an et demi. Entre-temps, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, notamment sur les effets de nausée. Et normalement, l'Oculus Rift qui va sortir officiellement en 2016 réduirait quasiment à néant les effets de nausée, sauf peut-être chez certaines personnes qui sont vraiment trop sensibles à ça, quoi. Je rebondis encore là-dessus en disant que je pense que c'est aussi un effet un peu psychologique et somatique, cette histoire de nausée. Je pense que plus on en parle, plus avant de mettre un casque, on est angoissé, donc on a beaucoup plus de chances d'être nauséeux. Je pense qu'en fait, c'est surtout, moi, de mon point de vue, du point de vue, on va dire, de créateur d'expérience, comment dire, la manière dont le contenu va être conçu, qui va plus ou moins générer en fait ce problème. Et je pense que Oculus a très bien compris ça et essaye de comment dire, évangéliser et apprendre et donner le maximum de guidelines aux gens qui veulent faire de la VR pour faire des expériences qui sont le moins risquées possible de ce point de vue-là, sachant que l'intérêt aussi de la VR, c'est de procurer des sensations physiques. Donc c'est un levier et une responsabilité qu'il faut savoir utiliser à bon escient en fait. Et je pense que c'est pas forcément quelque chose de problématique en soi. Il faut juste faire attention et être vigilant. Et on peut faire des expériences extrêmement confortables, même avec des casques relativement je veux pas dire bas de gamme comme le Mais tu Google peux le Cardboard, dire, tu peux le dire, il n'y a pas de souci. mais voilà, on n'a pas besoin d'avoir un système avec un super PC, etc. pour faire une expérience confortable. Juste, Vas-y, moi, je suis Antoine. tellement d'accord avec toi que j'enlèverais le plus ou moins. C'est-à-dire que je pense que en fait, c'est que les expériences que nous, on va créer qui vont donner de la nausée. C'est-à-dire la définition, bon, ce problème, il est réglé. Hein. Les nouveaux casques, c'est bon, c'est géré. Le problème du mouvement, bon, bah, ça sera plus pour les jeux vidéo. Dans l'audiovisuel, il n'y en aura pas. Bon, ça, c'est un vrai... Pour l'instant, on en est là. Oui, il n'y a pas trop de mouvement dans l'audiovisuel. Dans les jeux, il y en aura peu. Mais en tout cas, sur la nausée, ça, c'est pas le hardware, hein, pour moi, qui crée l'effet de nausée. C'est la façon dont les gens ne respectent pas certaines règles de création d'expérience. Il y a des choses qu'on peut pas faire, il y a des choses à pas faire. Bon, heureusement, on les a testées, j'imagine, pour savoir qu'il fallait pas les faire. Mais pour moi, la nausée, c'est 100% de notre faute, nous, créateurs de contenu, et pas de la faute du hardware.
Parce qu'en fait, comme ça reproduit, enfin, comment dire, ça vient se calquer un peu sur notre système physiologique et notre perception fait que c'est comme si on était dans un vrai événement, une vraie situation. Dans la vraie vie, quand on fait un looping dans un avion, on a envie de gerber. Donc si vous faites la même chose en réalité virtuelle, vous aurez heureusement la même sensation puisque c'est le but de cette technologie. Mais du coup, on a l'impression qu'il n'y a que la vue qui est utilisée, mais en fin de compte, il y a d'autres sens peut-être qui sont tout aussi importants, non ? Bah oui, enfin, on en parlait tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, la vision est importante. Il y a toujours ce qu'on appelle l'oreille interne. Enfin voilà, le sens de l'équilibre, c'est ce genre de choses qui peut créer des nausées. Mais aujourd'hui, effectivement, on en est encore essentiellement à des expériences avec la tête et la vue, mais ça évolue très très vite. On rappelle que Valve et HTC, ils sont en train de créer un casque qui sortira l'année prochaine. Le Vive, comment on prononce ? HTC Vive, voilà, qui en fait a aussi deux caméras. On pose deux caméras dans la pièce, on utilise des sortes de Wiimote, des sortes de petites télécommandes, et on peut physiquement se déplacer dans le monde virtuel en marchant. Avoir cet effet de marché. Et moi j'ai eu l'occasion de l'essayer il y a quelques mois. C'est fabuleux. Enfin, c'est juste, c'est clairement une autre étape par rapport à ce que. Comme dirait Bouban, on est dans le turfu. Ah oui, mais alors là, mais à fond, on est complètement dans le turfu. Et voilà, et c'est impressionnant parce qu'effectivement le gap entre un Oculus Rift qui est déjà génial et ça. On se dit mais c'est fou. Après il y a énormément de contraintes, notamment de place, et on se dit qui aura la place d'avoir une pièce de 30 mètres carrés ou sans meubles, parce qu'évidemment il faut faire attention à ça, sans chat qui passe autour de tes jambes. Mais le potentiel est juste incroyable, quoi. Vraiment. Okay. Je crois qu'il y a une question. Oui, je voulais réagir par rapport à l'histoire de nausée, parce que je m'y connais bien en fait. En nausée ? Oui, j'étais très malade dans les transports quand j'étais petit, donc je sais comment ça marche. Et j'ai essayé l'Oculus Rift et j'ai eu ce problème de nausée et je comprends pas trop comment on pourrait le régler en fait, parce que la nausée, ça vient effectivement de l'oreille interne. Par exemple, en voiture, si on lit, on voit une image fixe alors que nos oreilles sont en mouvement, et donc comme il n'y a pas de concordance entre les deux, ça pose problème. Et l'Oculus Rift, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que la nausée, elle arrive uniquement lorsque dans un jeu, alors ça ne pose pas de problème pour les films par exemple, lorsqu'on peut faire pivoter la caméra avec un stick ou des flèches, donc indirectement du mouvement qu'on fait avec le visage. Tant qu'on tourne la tête dans tous les sens, il n'y a absolument aucun problème. Je pense même un looping, si on est fixe, il n'y a aucun problème. Mais dès qu'on nous donne le contrôle de la caméra, au moindre mouvement, c'est atroce. Donc ça va poser problème pour beaucoup de jeux type FPS ou... Enfin, pour beaucoup de jeux vidéo, quoi. Et je sais pas comment ils peuvent le régler parce que c'est un problème physiologique. C'est pas. Après, il y a effectivement, on peut éviter d'avoir à le faire dans les expériences, mais. Moi, j'y connais rien au jeu, mais j'ai lu une interview suite à l'E3 du patron de Sony qui avait déçu beaucoup de gens parce qu'ils n'ont pas sorti de jeu en VR. Et en fait, eux-mêmes ont dit le problème, c'est que les jeux qui existent, on peut pas les adapter comme ça en VR parce que sinon, il y a tous les problèmes dont tu parles. Je vais faire un FPS, si le mec est derrière, je vais pas me retourner de le shooter, sinon je vais perdre une demi-seconde qui fait que je suis mort, donc je vais changer mon centre, donc je vais avoir l'effet de nausée ou le tourner ou je sais pas quoi. Donc je pense qu'en fait, comment ils vont éviter ça, c'est en créant des jeux pensés pour la VR depuis le début. C'est pas en essayant de bricoler pour faire adapter des jeux qui existent, Donkey Kong et tout, ça marchera peut-être pas, mais je pense que c'est créer des nouvelles expériences vraiment adaptées pour ça. Enfin, et avec les contraintes du coup qu'on connaît et que du coup maintenant tous les fabricants martèlent. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas publier sur une plateforme de VR un jeu où la caméra bouge, par exemple, où on est automatiquement banni du truc. Donc, enfin, oui. On pourra en parler, mais c'est assez restrictif, quoi. Justement parce qu'ils ne veulent pas que les gens aient une mauvaise expérience et un mauvais avis sur la VR. Sous-entendu, le casque ne marche pas. Alors que le problème vient de l'expérience et une expérience qui, entre guillemets, respecte pas les niveaux de confort que les constructeurs demandent pour créer une expérience de VR confortable, quoi. Enfin, Ok. Tu voulais rebondir ? Non, je voulais juste dire, par contre, je tiens à dire que les meilleures expériences que j'ai vues n'étaient pas forcément en vue subjective. Et j'anticipe peut-être un peu le... moi, alors c'est marrant parce que donc ping-pong. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux là qui vont sortir prochainement sur Oculus Rift et qui sont des third person à la third person view et qui m'ont fait gerber. Et j'ai l'impression qu'ils se fourrent un peu un doigt dans l'œil en croyant que c'est la solution à tous les problèmes.
c'est un débat Ouais, en c'est soi. vrai que c'est compliqué. Il y a des jeux un peu en vue, vaguement du dessus, que j'ai essayé, qui fonctionnaient bien. Mais après, ce qui marchera le mieux, c'est clair que c'est les expériences sur rail. Typiquement, voilà, un jeu de voiture, un jeu dans l'espace. Là, il n'y a aucun souci, parce qu'on est assis, on est dans un cockpit, on regarde, et c'est là que ça marche vraiment le mieux, quoi. C'est évident, quoi, c'est sûr. Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir et agir? Ouais, attends, on va te donner un micro. Attends. Oh, petit bonhomme. D'accord, ok. Alors en fait, il y a, pour avoir testé pas mal de choses, je travaille dans le jeu vidéo, l'effet third person en caméra, c'est beaucoup moins, t'as beaucoup moins de motion sickness, en tout cas je trouve, que en first person view. Ça dépend comment il est fait. Si En tu as fait. un effet cockpit avec en first person view, tu as un référent visuel qui te permet justement d'avoir un repère spatial pour toi, et donc c'est moins, t'as moins la nausée. Mais ça joue aussi vachement sur la sensibilité de chacun. Je sais, pour avoir un certain entraînement là-dedans, il y a des choses qui me font pas du tout vomir. En plus, on s'habitue au fur et à mesure, un petit peu comme le mal de mer. Au bout d'un moment, on est amariné, on est beaucoup moins sensible. Mais pour avoir fait des expériences, par exemple, typiquement vidéo, filmées en first person avec une caméra stéréoscopique, j'ai pas pu faire l'expérience plus de Il y a 40 rien de secondes. plus. J'ai eu envie de vomir. Il n'y a rien de plus charmant que les first person en vidéo. Hein. Et bon appétit, bien Parce que sûr, les gens ne respectent évidemment. pas- Enfin, moi, par exemple, j'en fais, ça sort très récemment, et je l'ai fait tester à plus de 100 personnes. 0 personnes ont envie de Non, vomir. ouais. C'est juste Ça que peut être bien nous, fait. on a fait. Je dis nous parce que mon associé est là-bas, pour une fois qu'il vient m'écouter, mais on a fait beaucoup D'accord. d'erreurs, énormément, et plein de trucs que même nous, on pouvait pas mater. Et en fait, c'est comme il y a un cahier des charges, en fait. Il y a des choses à pas faire, il y a des choses à faire, et si D'accord, tu les ouais. respectes. Non, ou alors je suis foutu dans quelques mois et Non, rien non, va non, marcher, mais pas on a fait tester forcément. à beaucoup de... Non, mais je suis Après- d'accord. Moi-même, j'ai testé beaucoup de choses qui ne me vont pas, et même des choses à moi. Et en fait, il y a pas mal de règles à respecter, et si tu les respectes, c'est quand même très difficile. Sur l'expérience que j'avais faite, moi, c'était une personne qui marchait. Il n'y avait pas Voilà, forcément... typiquement, tu ne marches pas. Voilà, C'est pas il possible. n'y avait pas d'accélération, il n'y avait pas de Et décélération. même marcher, c'est déjà too much. Mais c'était horrible. Et il y a le côté accélération, décélération aussi qui est hyper... Enfin, qui joue vachement. Il y a une nouvelle justement grammaire qui est sur en train de ton s'établir. sur ton orientation. Et Tout voilà, à il y a fait. des choses. La VR, ça va pas tout remplacer, hein, tout va continuer à coexister. Et dans la VR, il y aura des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on peut pas faire. Enfin là, on parle pour 18 mois, hein, ça évolue tellement vite, j'en sais rien ce qui va se passer bientôt. Hein. Mais en tout cas, maintenant, pour les films qui vont sortir en 2016, ah non, surtout on marche pas. Non. Ah là, c'est sûr, c'est foutu. Mais les trucs façon roller coaster sur un rail, tu peux très vite Après, ça revient à avoir ce envie qu'il de disait. vomir dans ton bol de popcorn. Après, quoi. c'est un roller coaster. Ouais. T'as envie de vomir quand tu vas à Six Flags, et ça, pour le coup, c'est des choses. Enfin, voilà, c'était ma modeste contribution. Merci. Quelqu'un veut question? Ah, c'est parti. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je voulais juste intervenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, votre dernière intervention. Tu Du dis coup, tellement de choses. sur, oui, effectivement. Vous parlez beaucoup. Hein. Donc, sur le fait que la VR aujourd'hui ne s'applique que à l'Oculus, donc que à l'aspect visuel de la chose. Alors, si je peux me permettre de l'explication de la chose, c'est tout simplement parce que la vue, c'est très facile à contrôler, du simple fait qu'il suffit simplement de mettre un écran. Après, bon, il y a l'aspect où on tourne la tête, bon, bah, ça c'est autre chose. Mais, et tout simplement parce que en fait, le reste de notre corps produit trop d'informations qu'aujourd'hui en informatique, on ne peut pas le reproduire. Par exemple, prenez juste l'exemple de votre main, le nombre de capteurs sensitifs est tellement énorme que vous ne pouvez pas reproduire en fait, ce que vous pouvez toucher, un verre, de la soie, ou voilà, tout ce qui est comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se limiter de façon qu'à un aspect technologique, la vue, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à reproduire et ce qu'on fait finalement depuis la création de la télé. Ok. C'est juste Le que là, son on aussi, applique un paraît- autre niveau qui est plus poussé en fait, un Alors, du niveau coup, immersif. on Est-ce va que dire. le son ne serait pas tout aussi immersif et plutôt simple à prendre en compte? Parce que si tu regardes un truc, par exemple, roller coaster, donc c'est génial, t'en as, hop, tu gerbes, ça fait plaisir. Mais le fait que tu entendes les rails, le fait que tu entendes les cris des gens derrière toi, devant toi, pour peu que le son va vraiment genre 3D, si j'ose m'exprimer ainsi, est-ce que ça renforce pas la puissance de la réalité virtuelle? Bien sûr, bien Donc, sûr. Du coup, pour rebondir tout de suite ou après? Je t'en remercie. C'est un exemple. J'étais à l'exposition Game of Thrones et on avait, je pense pas que c'était l'Oculus Rift, mais
On avait donc un casque, on avait sur les oreilles pour le son, et on était sur une espèce de plateforme qui bougeait selon les mouvements, parce qu'en fait, on montait le long de l'ascenseur qui était pour aller au-dessus du mur. Et après, au bout d'un moment, plus on montait, il commençait à nous envoyer du vent, donc on s'y croyait vraiment, même si la qualité de l'image, elle était un peu dégueulasse. On avait vraiment l'impression de monter dans cet ascenseur, quoi. On avait vraiment l'impression d'être dans un vrai ascenseur. D'accord, mais pour la réalité virtuelle en elle-même, pour toi, c'est vraiment la vue qui match le plus et qui est le plus simple pour tout le reste. C'était vraiment le tout. S'il y avait eu que la vue, ça aurait été beaucoup moins intense comme sensation. Après, pour le reste, c'est que mon avis, hein, mais je pense que du coup, avoir le vent, tu branches ton ventilo, mais c'est pas pareil, à moins d'avoir une installation à 50 000 € chez toi, ce que j'espère est totalement possible. Ça fait plaisir. Tu me donneras ton numéro, comme ça, on fera des super trucs Game of Thrones, mais je pense que c'est assez compliqué. Enfin, après, je vais peut-être laisser les businessmen parler. Oui, businessman. Ouais, donc en tant que businessman, je tiens à préciser qu'il va y avoir des parcs d'attractions dédiés à la VR bientôt, et que spécifiquement dans ce genre d'endroit, il y aura un aspect tactile, on va dire 4D, et je pense que ce que tu as vécu, ça va être quelque chose qui va être probablement de plus en plus répandu, pas chez les gens, parce que évidemment ça demande tout un système, mais j'aurais tendance à dire que l'aspect tactile, même si on n'ira pas jusqu'au caresser la nuque d'une femme, je pense que avoir des sensations physiques, avoir la possibilité de toucher telle ou telle matière à tel ou tel endroit quand c'est bien scénarisé, c'est des choses qu'on va pouvoir faire, en tout cas spécifiquement dans les endroits, parce que ça demande du matériel précis. Beaucoup d'installations, je pense. Voilà, mais ça va être relativement répandu quand dans chaque ville il y aura l'équivalent d'un mini Disneyland VR, n'importe qui pourra y aller. Moi, je rajouterai rapidement, c'est qu'effectivement c'est aussi là que la VR peut cartonner auprès du public, avant même peut-être d'être dans les foyers. Enfin, en tout cas en parallèle, c'est-à-dire que effectivement il y a un côté attraction avec du vent, avec des sensations, etc. C'est Star Tour à Disneyland, mais avec un casque, en plus immersif. Donc c'est là que le VR a sans doute une carte à jouer, en tout cas, c'est sûr. D'accord. Du coup, tu as l'air d'être au courant sur les parcs d'attractions VR. Est-ce que tu sais ce qui se fait au niveau des salles de VR, un peu type laser game, mais en VR? J'ai vu la vidéo qui s'appelle The Void, comme beaucoup de gens. Donc tu peux taper The Void sur internet et tu verras la même chose que ce que pour le moment on en est au stade de projet, et j'ai relu il n'y a pas longtemps justement un vieux joystick où il y avait un article sur la réalité virtuelle. Il y avait déjà un projet de parc d'attractions en Californie qui n'a jamais vu le jour, donc j'espère que cette fois-ci c'est vrai qu'il faut y aller. Ça demande une grosse infrastructure, un gros investissement, et je pense qu'il y a quand même le risque, parce que évidemment aussi Disney s'y intéresse, parce que tout le monde parle de la VR et qu'ils aimeraient aussi en faire, mais il y a quand même la complexité, mais ça fait partie du débat et des problématiques qui sont tout le temps autour de la VR, c'est comment partager une expérience, comment faire plus d'une personne à la fois, et je pense qu'ils sont en train de réfléchir à ça, mais que c'est un truc qui est compliqué à gérer, quoi. Comment arriver à, en tant que parc d'attraction, arriver à avoir un flux suffisamment conséquent pour avoir un retour sur investissement. Je pars en tant que businessman, encore une fois. C'est vrai que la VR, c'est pas du tout une expérience sociale pour le moment. Donc aujourd'hui, c'est une expérience très personnelle. Il y en a, mais c'est mais c'est embryonnaire. J'imagine que la prochaine étape pour le business de la VR, c'est aussi de rendre le truc un peu social, d'où les parcs d'attraction aussi. Micro Seb, merci. En Australie, il y a une boîte australienne à Melbourne qui s'appelle Zero Latency. C'est un peu la même chose que The Void, ouais, ils sont dans un grand hangar, tu peux jouer en réseau, tu as des trackers un petit peu partout, et là tu es vraiment dans quelque chose de super immersif, et tu n'as pas de nausée parce que tu te déplaces toi-même à l'intérieur de la pièce. Et ça a l'air assez génial. Deux personnes dans un hangar, c'est pas très rentable. Ça a l'air démentiel. Ouais. Mais bon, si tu as plein de hangars... Le jour où ils feront un Battlefield à 20 contre 20, on sera bien, mais bon. Bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'au-delà du fait parce qu'on peut peut-être considérer aussi que les casques de réalité virtuelle, ils n'arriveront jamais à s'imposer dans les foyers, et qui s'imposeront uniquement dans des grands lieux comme ça, parce que ça paraît quand même un peu accessoire, du moins après pour les gamers qui sont à fond. Moi j'ai du mal à... Non d'accord, mais moi j'ai du mal à considérer l'échec, mais après il y a beaucoup de gens, quand je leur en parle, ça leur paraît complètement accessoire.
Surtout si en plus l'expérience n'est pas complète, s'ils peuvent pas se déplacer, s'ils peuvent pas tirer sur leurs potes, s'ils peuvent pas se mettre à courir, je sais pas quoi. Mais c'est pour ça que aussi, en termes de ce qui est possible d'acheter, il y a aussi l'Omni qui avait été kickstarté il y a 2 ans de ça, je crois, juste après l'Oculus Rift, et qui là aussi permettait, c'est-à-dire qu'avec 2 Omni dans la même pièce, on peut faire des missions en coop sur un FPS, ça peut être aussi énorme, quoi. Et après c'est pareil, c'est en termes de coût. Parce que les casques qui vont sortir, ils vont coûter le prix d'une console nouvelle génération. Donc. Est-ce qu'on sait ça? Disons que non, a priori, comment dire, Oculus vise quand même un prix un peu inférieur, plus le prix d'une Wii U, alors que c'est une console de nouvelle génération, je sais pas, mais par exemple le Vive, effectivement le Vive ou même le Morpheus, ils ont dit que ça coûterait quand même à peu près le prix d'un nouveau système. Donc il faut s'attendre à entre 200 et 400 euros en fonction des modèles. Enfin, peut-être que vous avez plus d'infos, mais non, mais juste pour répondre au côté accessoire de la VR, j'ai un credo personnel un peu présomptueux, mais en général les gens qui doutent, c'est les gens qui n'ont pas vraiment essayé. En tout cas, pas essayer des bonnes expériences dans les bonnes conditions. Et je pense qu'il faut. Le truc, c'est que pour l'instant, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a un côté un peu. C'est un petit milieu. Les casques sont pas encore accessibles dans n'importe quel magasin. Donc, on peut pas essayer. Donc, on voit le truc de loin et on se dit, bon, on sait pas encore ce que c'est. Mais je pense que quand ce sera possible d'aller à la Fnac, d'essayer une expérience qui a été parfaitement calibrée, avec un niveau de qualité très bon, je pense que les gens vont peu à peu oublier les a priori qu'ils avaient sur cette technologie. Enfin, j'espère. C'est ça, c'est une technologie qui est quand même aujourd'hui très difficile à vendre auprès du public parce que déjà il faut l'essayer pour se rendre compte. Ça fait quand même peur à pas mal de gens parce que voilà, on est coupé du monde. Voilà, ça rend malade. C'est les grands. Voilà, c'est ce que pas mal de gens pensent encore aujourd'hui, alors que c'est plus le cas, enfin de moins en moins le cas. Donc ça va être très très difficile à vendre auprès du public. Hein. Moi, autant je suis. Après, pour d'expérience personnelle, pour avoir fait essayer l'Oculus à pas mal de proches et pas mal d'amis qui sont de tous les des joueurs et des non-joueurs, ils ont tous adoré. Ils sont ressortis de là en disant c'est génial, ça sort quand, etc. Après, est-ce qu'ils iront passer le cap de dépenser 200, 300, 400 euros pour s'équiper? Je sais pas, mais en tout cas, tous les gens que je connais qui l'ont essayé, ils ont été vraiment convaincus par le truc. Si je peux te répondre aussi, d'un point de vue un peu, si on regarde ce qui s'est passé sur un siècle carrément, en fait, tu vois que c'est un peu pour moi une suite sociale et sociologique ce qui va se passer, et c'est pour ça que j'y crois beaucoup et que c'est impossible pour moi que ça marche pas. On a commencé avec des écrans qui étaient très loin, le cinéma, puis on a rapproché les écrans avec la télé, on a rapproché les écrans avec le téléphone, et on n'a pas arrêté de rapprocher les écrans de la rétine, sans parler du côté immersif, le noir et blanc, puis la couleur, puis la 3D, tous ces trucs-là. Et donc c'est une suite logique un peu de ce qu'on veut en tant qu'humain et de la façon dont on progresse et dont on a déjà consommé ce qui existe. Et pour moi, c'est juste une suite logique du siècle qui vient de s'écouler sur l'audiovisuel, que c'est quelque chose qui va plaire aux gens, parce que c'est quelque chose qu'en fait on demande et qu'on recherche. On est déjà maintenant dans le métro comme ça. C'est-à-dire, on parle de vraiment 10 cm et d'une étape qui est vraiment moins dure à franchir que celle du cinéma jusqu'au iPhone dans le métro en fait. Alors, c'est perso, mais... Là, moi, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Dans le sens où je pense que c'est... Enfin, bon, là, sans rentrer dans le débat philosophique, je pense que c'est un petit peu dangereux de présenter les choses comme ça, parce qu'il y a déjà une peur autour du mobile comme étant quelque chose qui nous rend un peu asocial. Ouais, c'est vrai. Et je pense que la VR a un énorme potentiel de nous rendre asocial. Et je pense que c'est pas la peine de le cacher, parce que c'est évident. Et je pense mais par contre, c'est extrêmement différent en termes d'impact que ça peut avoir sur les gens que la téléphonie mobile. Et je pense que c'est un peu... Enfin, je ferai pas une continuité directe comme ça. Je ferai pas cette ligne, même si elle est il y a quelque chose Enfin, l'idée est plaisante. Je pense que la VR se situe un peu ailleurs et pour moi est plus à rapprocher de l'envie d'immersion qu'on a quand on va dans une salle, cinémascope, son surround et tout le bordel. Je pense que c'est plus ce genre de choses. Et le téléphone, lui, propose une expérience très très différente. Et pour contrebalancer avec le fait qu'effectivement la VR propose une expérience qui isole du monde, je pense que c'est assez intéressant la manière dont Oculus, dès le début, a promu la VR comme étant une technologie en fait qui était paradoxalement permettait de connecter des gens entre eux. Et pourquoi Facebook a racheté Oculus, je pense que c'est pas pour rien. Et pour avoir eu le privilège de tester les démos les plus récentes d'Oculus où on peut se retrouver dans un espace virtuel avec quelqu'un et jouer au ping-pong, c'est assez
étonnant, quoi. Et donc le lien et l'intimité qu'on peut avoir avec un autre être, bien qu'il soit représenté virtuellement dans un espace, décloisonne complètement le truc et fait que du coup ça devient plus du tout ce truc cloisonnant et isolant qu'on avait a priori en tête. Alors tu voulais répondre, JK, juste après, il y aurait Non, mais je une disais, ou deux oui, questions ça me même. semble du public. évident que Facebook, ils ont des ambitions qui vont largement au-delà du jeu vidéo, des films. Ils ont dit clairement, quand ils ont racheté, voilà, nous on veut pouvoir faire des cours en réalité virtuelle avec un professeur qui est à l'autre bout de la planète, faire se rencontrer les gens. C'est vrai que pour le moment, on commence à avoir des choses, comme tu viens de le dire, mais c'est vrai que ce côté associatif fait toujours peur, et c'est con à dire aussi, mais c'est un truc qui a été entretenu aussi par la science-fiction, par les films, par les livres, où on voyait les personnes isolées dans leur monde, voilà, donc, et il y a une sorte de fantasme un peu négatif sur ces mondes virtuels qui est clairement au désavantage peut-être du vrai potentiel de la VR. Petite question du coup, en fait je vais m'asseoir et puis je vais vous laisser parler parce que ça marche très bien comme ça en fait. Donc dis-nous. Donc bonsoir, moi j'ai pu Bonsoir. essayer 2 fois l'Oculus Rift, donc un avec un programme où j'étais passif et un où j'ai pu jouer. Et donc les deux c'était en vue subjective et autant j'ai été passionné directement et je me suis dit plus jamais tu peux revoir après un film pareil, etc. Mais sauf qu'après j'ai recommencé à réfléchir et je me suis dit mais comment on va gérer les changements de plan ? Comment on va gérer les travelling avant, les travelling arrière? Comment c'est possible ça? Et en fait, c'est pas possible. Je pense pas que ce soit possible. Je pense que Attaque frontale apparemment. Antoine. Attention, je pense, mais je ne demande qu'à être contré vraiment, parce que l'expérience que j'en ai eue, c'était absolument fabuleux. Après, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui répond à ta question en disant je sais que, il est un peu chelou parce qu'on est tous en train de tester, tu vois. Mais c'est vrai que c'est plein de questions qu'on s'est posées aussi chez Okio. Au tout début, on s'est dit mais les cuts, ça marchera jamais. Et en fait, les cuts, ça peut marcher. Faut savoir les maîtriser. Si tu fais un cut, tu gardes ta caméra à la même hauteur et que le cut il est fait dans un univers similaire, si jamais tu fais un cut dans la même pièce avec les mêmes gens, ça marchera. Parce que ton cerveau fait tout de suite le lien entre les deux plans. Si les deux univers changent mais que tu gardes le même héros à l'endroit où tu veux que la personne regarde, c'est quand même un peu notre but, c'est de driver le regard, ça marchera. Il y a plein de choses que tu peux pas faire si la caméra change de hauteur, ces choses-là et tout, ça va être très délicat. Après aussi, il y a une façon de revoir les cuts. Il y a des cuts qui marchent et quand tes cuts marchent pas, tu inventes des nouvelles transitions. C'est plus juste un fondu et tout, c'est on va faire par exemple déconstruire un peu l'espace de façon à ce qu'il se reconstruise. Donc on invente un peu des nouveaux codes, des nouvelles grammaires, mais après c'est pas juste possible, pas possible, c'est on doit de toute façon trouver les solutions que ça devienne possible, parce que sinon c'est mort. Ouais, donc réimaginer le truc quoi, tout simplement. Voilà, il faut réimaginer, mais après c'est comme le jeu, parce que ah ouais, moi, je pense que j'ai c'est pu très essayer un similaire jeu au jeu, nos problématiques. Hein. Eux, ils en ont plus que nous, parce qu'ils doivent se déplacer là où ils veulent. Mais à part cette problématique qu'ils ont en plus et qui est grosse, je pense qu'on a des problématiques similaires. Ouais. Après, pareil, le travelling, pour l'instant, de là où on en est chez Okio, on pense que les mouvements qui traduisent des mouvements humains ne mettent pas bien. On en parlait tout à l'heure. Peut-être aussi que tout simplement, dans 2 ans, les gens seront habitués. Souvent, je donne l'exemple bête que j'ai appris il n'y a pas longtemps, que pendant les premières années du TGV, les gens voyaient flou parce que leur rétine n'était pas habituée à avoir tant d'images par seconde. Mais vraiment, moi j'ai appris ça, c'est vraiment un vrai truc. Et voilà, les gens sont habitués. Peut-être qu'on va s'habituer tout court et que ça marchera. Peut-être que ça marchera jamais, il faudra trouver des nouvelles façons de faire des mouvements. Pour l'instant, moi, maintenant, le travelling avant qui représente un humain qui marche ne marche pas. Ouais. J'ai pas réussi à le... On fait d'autres choses, mais... Voilà, on va faire plutôt, il se déplace, je sais pas, en fauteuil roulant, et il est handicapé, ce sera l'histoire d'un handicapé, ça marche très bien. Mais on trouve pour l'instant des tricks, mais voilà, on évolue là-dessus. J'ai 1/100 des réponses, mais par exemple le cut, c'était une grosse question chez nous. Celle-là, on l'a réglée. On sait que maintenant c'est possible. Il y a des règles à respecter, mais c'est possible. Intéressant. Et pour JK, au niveau de ce que tu as pu essayer en termes de jeu, est-ce que tu as vraiment vu des avancées niveau gameplay pur? Je n'ai pas ressenti, simplement qui est fabuleux encore une fois. Hein. Ouais, c'est pas évident. Non, enfin, de gameplay pur, par exemple, j'ai pu essayer sur le Vive toute une série de démos. C'était des proof of concept, voilà, c'était vraiment des démos. Notamment une que j'ai trouvée géniale. Alors, on s'éloigne un tout petit peu du jeu, on est plus dans la création. Avec les deux télécommandes que tu as dans la main, tu pouvais peindre en 3D dans la pièce dans laquelle tu étais, et ça créait vraiment des feutres en 3D. Tu pouvais dessiner n'importe quoi, mais en 3D. C'est-à-dire qu'une fois que ton dessin était fait, tu pouvais te déplacer autour, mais en marchant vraiment, et voir derrière ton dessin et tout. Enfin, c'est complètement fou.
Et j'avais essayé la démo aussi, donc développée par Valve dans l'univers de Portal, où là, en fait, effectivement, il y a un robot qui arrive dans la pièce à taille réelle. Le robot est en panne, donc tu dois aller récupérer les bons outils en les attrapant vraiment dans le monde et en faisant tous les mouvements pour réparer, etc. Là, on est à un niveau d'immersion qui est largement au-delà de ce qu'on peut connaître avec les Wii, les PlayStation Move, etc. Parce que déjà, c'est extrêmement précis et parce que tout simplement, on est complètement dedans. Donc, après, est-ce que c'est des avancées de gameplay incroyables? Je pense pas. Pour le moment, on reste aussi au jeu donc très linéaire sur rail où on est dans des bagnoles où on tire sur des gens, voilà, shoot sur rail. Donc non, enfin, j'ai pas l'impression que peut-être que Balthazar pourra mieux répondre, mais qu'en termes d'avancée de gameplay, d'invention de nouveaux genres de jeux, c'est encore difficile. Mais forcément, on en est à 30 ans de jeux vidéo. Il y a les habitudes qui sont là. Il faut repenser aussi, je pense, le jeu vidéo à ce niveau-là, quoi. Non, c'est sûr que c'est très primitif encore, parce que comme la technologie évolue très vite, on est à chaque fois obligé un peu de recommencer à zéro et de réapprendre un peu comment utiliser ces outils dans un environnement virtuel pour créer un divertissement quelconque. Du coup, c'est vrai que ça reste pour l'instant pas si bluffant, d'un point de vue vraiment de l'innovation du gameplay, du langage, que ce qu'on pourrait s'attendre à avoir. Mais je pense que ça va très vite s'accélérer dès lors que de l'argent aussi sera investi dans les projets businessman. Parce que le problème aussi, c'est que c'est des toutes petites structures. Bon, évidemment, Valve fait des démos, mais quand il y aura toute une industrie aussi et des gens qui vont collaborer ensemble, je pense que ça va accélérer aussi ce processus et la sophistication aussi des choses. Il y a aussi toute la scène indé qui essaye plein de trucs, plein de petites démos, plein de petits jeux comme ça. Souvent ça marche pas, souvent c'est foireux, souvent t'es malade. Mais par contre, ils ont quand même des concepts toujours un peu dingues qui marchent plus ou moins. Et, qui enrichit même voilà, par défaut. Même si c'est pas parfait, même si c'est pour être défaut, tu sens qu'ils essayent. Et je pense que l'innovation viendra sans doute de la scène indé au début, quoi. Exactement. Et puis même, c'est vrai que le fait de rater, c'est utile parce que quand tu as testé une démo et que tu vois que ça marche pas, si ton idée était similaire, tu vas te diriger vers autre chose. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a le jeu qui s'appelle Keep Talking and Nobody Explode, qui est un jeu en fait mi-réalité virtuelle et mi-réel. Si je me trompe pas, alors je l'ai pas essayé, mais il y a des amis dans la pièce qui ont un manuel pour désamorcer une bombe, et l'autre personne qui doit désamorcer la bombe a un casque avec la bombe devant lui et doit faire les bons mouvements en écoutant ce que disent ses amis pour pouvoir désamorcer la bombe. Donc là, on est dans une expérience sociale et c'est un des rares jeux aujourd'hui en VR qui propose ce genre de choses. Et pour moi, c'est super innovant par contre. Prochaine question. Oui, on parle beaucoup ici. On parle beaucoup d'expérience, mais on parle pas assez du prix en fait de la machine en fait. En fait, on parle du casque, donc qui sera vers 350 €. Mais apparemment, ce qu'a dit le PDG d'Oculus, c'est qu'il fallait un PC, une machine de guerre, qui était de 1500 €, quoi. Donc là, on vient à un prix qui est autour de 2000 €. Donc du coup, est-ce que les gens vont réussir à débourser en 2016 2000 € pour un... Voilà. C'est pas un téléphone, c'est pas quelque chose qui fait un... On va pas se mentir, ça pour le moment, au début, ça va être un loisir de bourgeois. Enfin, j'exagère un peu, mais là, par exemple, notamment, Oculus, effectivement, ils ont annoncé des partenariats avec des constructeurs de machines pour faire des PC Oculus Ready, et c'est des configs à 1000 $. Alors, je pense que ça, c'est juste la tour, en plus, c'est pas l'écran. Alors, 1000 $ pour un PC, c'est cher. Après, c'est pas non plus, tu peux avoir beaucoup plus. Mais oui, c'est sûr que la puissance demandée est vraiment importante. C'est pour ça que je m'inquiète aussi. Enfin, on verra ce que ça va donner pour la Morpheus, enfin le PlayStation VR, parce que la PlayStation 4 c'est un PC moyenne gamme, on va dire. Et moi, l'expérience que j'ai pu essayer était très sympa, mais techniquement, on était bien loin de ce que pouvait proposer un jeu PS4 AAA, quoi. D'ailleurs, on pourra tester normalement le PlayStation VR lors de la Paris Game Week, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Une question ici, et après, on se déplace très loin, là-bas, pour la prochaine question. Et moi aussi j'avais une question, et cette fois sur l'enregistrement du son, parce que j'ai entendu parler par une application, enfin un jeu sur iPhone qui s'appelle Blind Legend, qui est un jeu où les malvoyants les aveugles peuvent jouer, donc il n'y a pas d'image, et par contre il est enregistré en son binaural, et qui est un enregistrement dans lequel on enregistre le son en mettant des micros sur la tête d'un mannequin, afin que toutes les répercussions du nez, des os, du crâne puissent être prises en compte par les micros. Est-ce que c'est ce genre d'enregistrement qu'on prend en compte dans vos travaux ? Nous,
La scène 3D, même si en fait, on recrée de la spatialisation, à la base, nous, d'un point de vue purement technique, on part de sons même mono, et c'est en les passant dans la moulinette, dans les moteurs, qu'on recrée de la spatialisation. Mais j'ai entendu parler de plein de gens qui utilisent ce type de dispositif, sauf que là, c'est quand même pour une initiation au casque qui n'est pas interactive. Après, il y a des systèmes binauraux avec 8 oreilles, donc on peut faire un enregistrement multi-binaural, j'ai vu ça, mais je suis pas trop calé là-dedans, donc mais c'est une aire de recherche assez intéressante. Moi, je pense que le binaural, sans compter ce que je savais pas, la tête à 8 oreilles, parce que ça peut sûrement marcher. Après, le binaural, je pense qu'on est beaucoup dans la VR à avoir essayé ça au début. Ça marche pas vraiment. Le binaural, c'est t'es fixe et le son va bouger autour de toi. Nous, on a une problématique dans la VR qui est très différente. C'est nous, on va bouger dans une sphère. Donc après, moi, je suis vraiment pas très calé du tout sur ces questions. Mais en gros, il y a deux grosses écoles. Et en fait, c'est même pas des écoles. Ils sont d'accord. Ça dépend des projets, je dirais plus. Il y a la spatialisation d'objets dynamiques. On est dans un film où des choses vont vraiment énormément se déplacer, doivent driver le regard. Et dans ce cas-là, on va plus partir sur des sons mono, des sons seuls qu'on va respatialiser dans des logiciels, même dans le film, qui sont des logiciels de jeux vidéo, Unity ou Unreal. Et après, il y a sinon la prise de son ambisonique, qui va elle-même directement prendre tout le son de façon assez précise. Et on n'aura pas à le respatialiser parce que c'est, imaginons une conférence comme ça, personne va faire des gros déplacements. Par toi, Sébastien, mais on peut le mixer quand même. Te prendre juste ton son seul, te faire déplacer et prendre le reste en ambisonique. Parce que finalement, là, ce qui compte, c'est avoir cette ambiance un peu qui évolue de façon dynamique, mais il n'y a pas de spatialisation d'objets. Donc, je dirais qu'il y a plus de grosses. Encore une fois, je ne suis pas du tout pro du son et tout. Hein. Je commence à peine à comprendre ce que je fais depuis quelques mois. Mais c'est vrai que le son holophonique, c'est un truc qu'on a développé au début. On s'est tous posé la question. Je sais que chez Oki, on se l'est posé. J'ai d'autres amis qui se le sont posés. Et finalement, on a écarté cette question assez rapidement. Enfin, maintenant que tu me parles de cette tête, peut-être que ça va redevenir une piste de développement, je sais pas. Mais la tête holophonique classique avec juste 2 oreilles, une tête en bois, c'est pas vraiment adapté, je dirais, pour l'instant, à la VR. Ok, merci. Du coup, il y a une question ici. Après, il y en a 2 à droite, si je dis pas de bêtises. Et après, je vais quand même faire mon taf. Et je vais reprendre un peu les rênes du débat. Quand même. Hein. Non, quid de la réalité augmentée? C'est pas un peu le lien manquant? Genre simplement on superpose à la réalité qu'on a avec une caméra. Bah. Moi je me souviens, je suis très myope et au début de l'iPhone, je trouvais plus mes lunettes. Je sur mon iPhone, je vois à cette distance, ça se voit parfaitement. Et donc je retrouve mes lunettes en mode net. Donc on pourrait superposer une réalité à celle qu'on pourrait avoir avec la caméra. Bah, la réalité augmentée, c'est vrai qu'on l'a dit au début. Enfin, à la base, c'est quand même 2 choses très distinctes. Après, il y a des choses qui se mélangent. Il y a Microsoft qui a présenté ces fameuses HoloLens, qui c'est très impressionnant. En tout cas, les promesses sont très très belles. La réalité, apparemment, c'est pas aussi dingue que ce que ça laisse supposer. Mais et là, on est quand même dans une expérience qui se rapproche beaucoup de réalité virtuelle parce que là, c'est vraiment faire venir une expérience, notamment de jeux vidéo, dans son salon. Alors, est-ce qu'on peut parler de réalité virtuelle? Et on est donc avec des casques aussi, et on bouge, et l'image s'adapte en fonction de ce qu'on fait. De l'oreille interne? Bah, je sais pas, enfin ça peut-être vous êtes plus spécialiste que moi, mais moi je l'ai pas essayé en plus. Mais ouais, alors c'est un débat en soi, hein, mais la technologie est pas la même, mais là je reprends un peu les mots des grands de ce monde qui font de la VR, qui disent que probablement ça risque de converger parce que c'est un peu les mêmes composants, c'est un peu le même genre de technologie. De toute façon, c'est ce qu'ils appellent les wearables, c'est quelque chose qu'on porte sur soi. Donc dans le futur, on aura des lunettes où on pourra probablement basculer du mode réalité virtuelle au mode réalité augmentée, et probablement, moi j'aurais tendance à dire que les usages sont sont pas les mêmes, mais sont plutôt complémentaires. Un exemple que j'utilise souvent pour expliquer aux gens cet aspect complémentaire, c'est par exemple un Minecraft. Avec un HoloLens, par exemple, on va pouvoir avoir là la table, ça va être le monde de Minecraft, je peux manipuler des choses, je peux regarder dessous machin, mais je suis plus en mode Lego dans mon salon, et là, bam, je change de mode et je me retrouve à l'échelle du petit bonhomme dans le monde que j'ai créé. Et là, c'est de la réalité virtuelle. Ça situe bien en fait les 2 types d'usages qui sont très différents, et je pense que les 2 ont des intérêts et des limites, bien sûr, mais peut-être que le device ultime, c'est les 2. Bah oui.
Puis il y a déjà un vague exemple de casque qui fait ça, tout simplement, c'est le Gear VR de Samsung, puisque c'est un téléphone qu'on met dans son casque et il y a une caméra sur un téléphone, il y a l'appareil photo et on peut passer en fait en un bouton à la vue en fait de la réalité et on peut même appliquer, je crois qu'on peut appliquer des petits filtres, on peut appliquer des choses comme ça. Donc on peut imaginer effectivement quelque chose avec un smartphone qui permet de mélanger réalité virtuelle et réalité augmentée très très simplement, quoi. Question? Ah oui, mais là, bien sûr, complètement. Merci. Alors, pour revenir un petit peu justement sur l'idée de l'avenir et en tout cas de l'acceptation de la technologie auprès du tout public, j'aimerais pouvoir en tout cas avoir votre avis sur le fait qu'on puisse faire l'analogie avec la 3 dimensions. Donc la réalité augmentée, c'est pas la réalité virtuelle, c'est encore plus loin. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression déjà que auprès du tout public, la 3D a beaucoup de mal à s'installer. Est-ce que je me trompe peut-être, mais beaucoup de télés se vendent en étant 3D parce que c'est une technologie maintenant qui est relativement peu coûteuse à développer, mais c'est pas pour ça que la télé sera utilisée avec les lunettes. Ah, t'as ouvert un pan de débat. Ouais, justement, immense. le problème, c'est que je reviens là-dessus. Non, mais celle-là, je l'aime beaucoup. Donc, la 3D, pour moi, en fait, au cinéma et sur les écrans, c'est un peu l'arlésienne. C'est le truc qui revient à chaque fois et qui vous fait croire que vous allez avoir plus d'immersion. Mais en fait, même si je pense que ça peut avoir un intérêt dans plein de films, moi, je suis, en tant que spectateur, pas du tout fan. Il y a aussi des problèmes de nausée, de mal de crâne et de plein de trucs. Et je pense que en fait le truc fondamental qu'il faut comprendre, et je pense que malheureusement tout le magma technologico-industriello, médiatico, machin, fait que ça a fait les gens ont rien compris. Je pense que si on est pragmatique, et je pense que tout le monde l'a bien compris, la réalité c'est que c'est un peu un effet. Même si ça rajoute une dimension de profondeur, et que par rapport au langage cinématographique, même si c'est quand même une dimension en plus, ça va pas fondamentalement changer la grammaire et ça fait payer beaucoup plus cher la place. Donc les gens voient pas forcément l'intérêt que ça peut apporter de changer de télé ou de payer plus cher pour quelque chose qui fait mal au crâne. En revanche, la 3D dans la réalité virtuelle, c'est c'est une composante de base, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une expérience de réalité virtuelle sans relief. Sinon, j'aurais tendance à dire que c'est même pas de la réalité virtuelle. Parce que sans relief, on est face à un écran. Avec le relief, on peut avoir une sensation de présence, même si la caméra bouge pas, même si l'écran est pas top, même s'il y a du son autour et que ça nous gêne. Donc voilà, c'est un peu un avis personnel, mais j'aurais tendance à balayer la 3D sur des écrans rapidement et pour changer pour venir à la vraie 3D, le vrai relief qu'on a dans les casques de réalité virtuelle. La vraie 3D, la 3D, c'était la pub Oasis et Haribo. C'est tout. Il n'y avait pas autre chose en vrai. Après, juste pour revenir, c'est tout. Parce que là, il y a un point où je suis 100% d'accord et c'est pas assez dit. C'est la VR sans stéréoscopie, c'est pas de la VR. Dans la réalité, tu vois en 3D, donc on peut pas te faire croire que c'est la réalité si tu vas pas en 3D. Après, sur le cinéma 3D, moi, je fais de la 3D que depuis que je fais de la VR. C'est-à-dire, avant, j'ai 9 ans d'audiovisuel, j'avais jamais rien fait en 3D. 3D relief, donc on est tous d'accord. Là, j'ai bossé récemment avec une stérographe, une plutôt bonne stérographe, qui m'a un peu éduqué à la 3D expliqué et qui m'a expliqué beaucoup de choses. Par exemple, énormément de films en 3D sont pas pensés en 3D. Et elle m'expliquait des règles qui sont un peu débiles, parce que normalement les producteurs devraient les écouter, mais ils les écoutent pas. C'est par exemple, si tu fais un plan en stéréoscopie qui dure moins de 4 secondes, ton œil n'a pas vu la stéréoscopie. Et dans Godzilla, la moitié des plans fait moins de 4 secondes. Et donc forcément, non mais elle m'expliquait ça et c'est vraiment vrai. C'est-à-dire, énormément de films te donnent mal à la tête et on fait que beaucoup de gens sont passés à côté de la 3D parce que les gens ont pensé commercial. Moins de téléchargement, le prix de la place plus cher, ces trucs-là. Après, un bon film en 3D, j'ai vu Love de Gaspard Noé, j'ai pas beaucoup aimé le film, ça donnera pas mal à la tête. Le film est pensé comme ça, construit comme ça, plus fort comme ça. Donc je pense que la 3D a été aussi vachement mal utilisée par les producteurs qui ont vu plus une aubaine financière qu'une aubaine créatrice. Et nous, dans la VR, comme on est à peu près persuadés, les boîtes qui font de la VR, qu'il faut de la stéréoscopie, on l'intègre et on le pense comme ça dès le début. Donc je pense qu'il y a aussi une amalgame, sachant ce que tu dis, c'est un truc qui nous a tous freinés dans la VR pendant 1 an et demi, où tout le monde nous a dit arrêtez de nous demander de l'argent, ça s'est planté il y a 10 ans, on va pas y remettre. Hein. Et donc c'est quand même très différent. Nous, on intègre la 3D
dès le début dans la conception du truc, tandis que le cinéma n'a pas forcément tout de suite pris ce tournant. Après, un dernier petit truc, c'est que la 3D aujourd'hui, tout le monde croit que ça marche pas, ça marche très bien. Il y a de plus en plus de salles qui sont construites, il y a plus de salles 3D qui sont construites que de salles 2D. C'est quand même quelque chose, les gens n'ont pas de télé chez eux parce que c'est pas l'usage, mais la 3D est quelque chose qui commence à marcher quand même. D'accord. Démontons la 3D, quoi, merde. Ça sert à rien. Qui est mal utilisé. Voilà. Excusez-moi, Tout à là, fait. du coup, je comprends pas. Comment vous faites des films en VR, en 3D, parce que les caméras 360 degrés, si vous en mettez deux l'une à côté de l'autre, elles vont se voir l'une l'autre, non? Allez, Antoine. Question piège. Ça, c'est une super Non, mais question. C'est alors. vrai, c'est vrai que c'est une bonne question. On a galéré longtemps. Il y a plein de façons de faire des films en fait. Le but de faire du cinéma, c'est un peu mentir à tout le monde, hein. Par exemple, beaucoup de films que vous verrez, que nous on fait et tout, sont pas captés à 360 degrés. Ils sont captés en multipass ou scannent le décor puis réintègrent des choses. Et donc là-dessus, on peut facilement prendre un rig stéréo classique qui va nous permettre de faire de la 3D stéréoscopie. Donc Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un rig du coup, vite fait, Antoine? Pardon, Juste un un rig, qu'est-ce que c'est un rig, pour les c'est, néophytes? bah, toi, tu sais bien, c'est des choses qu'on construit qui nous permettent de caler des caméras entre elles. Le mot existe bien avant la VR. Hein. Pour faire de la stéréoscopie, on fait des rigs stéréo qui sont en gros des plaques sur lesquelles on colle deux caméras avec des entraxes qui peuvent bouger, des caméras qui peuvent. Donc l'entraxe, c'est l'écart entre les axes voilà. Des deux caméras. Mais en fait, je t'ai donné qu'un tout petit élément de réponse pour que tu vois qu'il y a plein de solutions Non, possibles c'est parce pour que ne pas les j'ai voir. un ami en fait qui a vu récemment des films en Oculus VR et lui il me disait que c'était que de la 2D et du coup c'était pas si immersif que ça Eh parce ben, qu'on a il a l'impression raison. d'être enfermé dans une cage. Ça Quoi. l'est pas. Je pense qu'il y a un effet waouh qui va durer un an où tout ce qui sort est cool. Et 80% des films que je fais sont pas en 3D hein, parce que ça vaut cher, c'est long et tout, donc j'en fais et ça marche bien. Mais je sais très bien que tous ces films dans un an ils sont obsolètes. Les seuls qu'on fait qui sont en stéréo, bon après l'histoire on aime ou on n'aime pas, hein, les goûts les couleurs, mais ces films-là pourront durer quelques petites années avant qu'il y ait des choses de fou qui se passent parce qu'en effet il faut du relief pour que ce soit vraiment immersif. Ça c'est quelque chose. Je pense que tous les pros de la VR aujourd'hui sont d'accord avec ça. Après, il y a d'autres solutions aussi de ne pas voir les caméras, mais bon, c'était juste pour donner un exemple. Il y a plein de solutions de ne pas les voir. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des films mono en 360, parce que ça peut être une bonne manière d'appréhender déjà le fait qu'on n'a plus un point de vue unique, mais ça se passe tout autour du spectateur. Après, disons que la technologie est quand même très compliquée à mettre en place pour des gens qui veulent, qui s'intéressent au médium et qui n'ont pas forcément les moyens de louer un rig ou de travailler avec des gens. Donc c'est vrai qu'il y a un peu, nous on comprend la frustration que peuvent avoir les gens et l'amalgame qu'il y a autour du relief. Et en même temps, c'est vrai que il faut aussi dire que c'est l'unique manière de faire une bonne expérience de VR. Donc ça nous met un peu dans une position schizophrénique où la 360 mono est quand même assez utile pour faire développer l'industrie et en même temps c'est pas top. Je vois ce que tu veux dire et c'est dommage de dire à des gens ouais il y a un rig à 4000 € et puis le reste ça vaut 10 fois plus et c'est mieux. Donc je suis d'accord, il faut que les gens testent, puissent s'entraîner. On est sur une phase où ça passe, mais après on a une phase vachement sensible où il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui trouvent la résolution pas bonne, d'autres qui peuvent pas se déplacer. Et il y a un peu un truc de responsabilité. Ça va, on fait de l'entertainment, c'est cool, on sauve pas des gens et tout, mais c'est si on fait des trucs pas bien, les 10 personnes vont le dire à 10 personnes qui vont le dire à 10 personnes que c'est pas bien la VR et qu'ils vont plus jamais en faire. Donc on est dans une phase un peu critique où je pense que très rapidement va quand même falloir que peut-être pas, c'est normal qu'il y ait des tests, qu'il y ait des jeunes qui testent leur truc et tout, mais que ceux qui se disent professionnels du truc fassent vraiment du relief pour bien montrer aux gens que l'immersion est là et que c'est pas juste un petit film collé sur une sphère et qui peut donner un peu mal au cœur ou qui peut c'est quoi l'intérêt, j'ai pas vraiment vu le truc. Mais je suis d'accord, c'est un truc. Moi aussi, si j'avais pas pu commencer en mono, j'aurais rien fait du tout. Pendant un an, on a fait que de la mono parce que sinon, c'est trop cher à développer. Donc, mais disons que pendant un an, c'est acceptable, je suis d'accord, mais vite, va falloir quand même et que les constructeurs se réveillent et nous créent des caméras. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça veut... Ah ben voilà. Et après, je reprends vraiment, comme j'ai dit. Enfin, bref. Oui, je pensais faire un parallèle en fait entre. Tu disais que les films en 2D, du coup, ils vont pas forcément être très viables en VR parce que sur le temps, ils sont battus par d'autres trucs et tout. Mais du coup, pour moi, ça rejoint un peu la problématique dont on a parlé tout à l'heure où maintenant, du coup, on fait des jeux sur Oculus, mais qui sont des TPS, quoi. Enfin, donc en troisième personne. Et justement, pour moi, ça casse l'intérêt, ou l'intérêt même de la VR, c'est l'immersion totale. Et c'est pour ça que moi, j'ai un peu de mal à considérer la VR dans le jeu vidéo autrement que la première personne, quoi. C'est pas tout à fait vrai. C'est vrai que
de base, on peut penser ça, et il y a beaucoup de choses à la première personne qui marchent. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des expériences où on est un peu comme une sorte de plateau. Enfin, voilà, moi j'avais joué une sorte de truc qui est un peu à la Zelda, un petit jeu d'action où on voyait vaguement du dessus et on voyait vraiment le héros avec les décors tout en 3D. Tu levais la tête, tu voyais une montagne magnifique et tout. Et ça marchait hyper bien parce que l'immersion n'est pas du tout la même qu'en vue subjective, évidemment, mais on a cette impression de jouer avec comme sur un plateau, sauf que le plateau, c'est un petit bonhomme dans un donjon et qui va se battre avec des personnages. Donc c'est un autre plaisir. C'est peut-être moins immersif, mais par contre, il n'y a pas de problème de motion sickness, de choses comme ça. Et du coup, je trouve que ça marche très très bien également. L'expérience peut être la même, du coup, juste en me mettant à 5 cm de ma télé, quoi. Non, parce que c'est pas tout à fait vrai parce qu'en plus de ce côté, voilà, tu vois, t'as l'impression d'avoir ton petit jeu devant toi. Encore une fois, quand je te dis, quand tu lèves la tête, tu voyais des décors super beaux. Tu peux aussi t'en servir pour faire du gameplay. Genre, il faut vraiment regarder un peu plus à droite pour trouver le bouton à pousser pour emmener ton personnage. Et vraiment pour moi, il y a un potentiel de jeu innovant de ce point de vue en tout cas. Ce qui est marrant, c'est qu'on revient un peu au temps du jeu de plateau à travers la VR aujourd'hui. Il y a un peu une espèce de résurgence. Moi, je suis un peu, personnellement, assez ambivalent sur cette question-là, parce qu'en même temps, c'est vrai que je vois ça comme une VR un peu intermédiaire, quoi. C'est-à-dire que c'est les jeux d'avant qu'on a réussi à apporter sur ce nouveau médium de manière plus ou moins réussie, de manière plus ou moins maligne, mais que ça reste les bonnes vieilles techniques qu'on connaît depuis 25 ans dans le jeu vidéo et que c'est pas la vraie prise de risque que le public attend finalement quand il met le casque, il veut voir quelque chose de véritablement nouveau, quoi. Donc, et on essaye de faire ça. Et je voulais juste... Moi j'ai été gamer longtemps, donc quand même c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, même si j'en fais pas. Je pense que c'est pour ça qu'ils vont devoir réinventer des jeux écrits pour la réalité virtuelle. Tu vois, par exemple, on se souvient tous de Guignol, tu vois. Il y a le gendarme qui va taper, et toi en tant que gosse, tu dis attention, le gendarme est derrière, le gendarme est derrière. Sur un truc comme ça, tu veux pas être Guignol, tu veux pas être le gendarme. Tu vois, tu voudras être le mec qui assiste à la scène et qui va stresser pour les personnages. Et je pense que les créateurs de jeux vidéo, s'ils arrivent à faire des bonnes dynamiques, des bons scénarios de jeu, pourront faire des jeux, à mon avis, en TPS, tu auras une super expérience. Pas forcément en étant un des acteurs du truc, quoi. Ça passe aussi par effectivement des expériences, je pense, très narratives et finalement assez lentes où effectivement on ne pourra pas faire un FPS à la Quake hyper nerveux où là ce sera pas gérable, je pense. Des jeux effectivement d'aventure, des jeux plutôt lents, des jeux comme ce que fait The Chinese Room, donc Everybody's Gone to the Rapture qui est sorti sur PS4, où c'est vraiment un jeu en vue subjective mais dans lequel on explore très lentement un monde et on suit une histoire. Là je pense que pour la VR c'est idéal parce que le rythme est suffisamment lent pour vraiment s'immerger dans le truc sans avoir mal au crâne, sans avoir la gerbe. Encore faut-il pouvoir se déplacer. Oui, mais pour moi, vu qu'on se déplace lentement, je pense que le déplacement en stick, pour avoir fait même essayer des jeux d'horreur et des choses comme ça où on se déplace assez lentement, ça marche super bien. Enfin, moi j'avais pas mal au cœur. Alors après, je suis peut-être une exception, mais j'ai pas eu de problème. Alors du coup, on a beaucoup parlé de technologie, que ce soit le son, la vue. On a beaucoup parlé d'expérience. Chacun a donné un peu son avis. Moi, j'imagine les différents domaines, pour le coup, pour lesquels ça pourrait marcher. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de ça, intervenant, public. Moi, il y a un domaine qui me plaît particulièrement là-dedans, c'est la pornographie. Je pense qu'il y a vraiment... Je l'ai réveillée. Enfin, on vient au sujet. Non, mais elle dormait, donc hop, je l'ai réveillée. Ça, je me dis, il y a un truc à faire. Mais dans quels autres domaines il y aurait vraiment quelque chose d'incroyable à faire grâce à la réalité virtuelle? Juste 3 secondes sur le porno. Cette semaine, il y a plusieurs médias qui ont été invités chez Marc Dorcel parce qu'ils ont tourné la première scène chez eux en pornographique en VR. Et j'ai des collègues qui l'ont essayé et ils ont été complètement... c'est un truc vraiment hyper impressionnant. Et c'est bluffant. C'est bluffant, ça va. Mais c'est vrai qu'au-delà des petits gloussements un peu gênés qu'on peut avoir, il y a un vrai potentiel commercial parce que souvent le porno à travers les années, ça a popularisé des technologies. La VHS, le DVD, le Blu-ray, le J'ai l'impression qu'ils sont à la pointe de la technologie. C'est pas mal. Ils sont souvent vecteurs d'avancées technologiques parce que voilà. Vous avez refusé. J'en étais sûr. Ah, l'anecdote. J'en étais sûr. Non, mais c'est des choses compliquées le porno. On est plusieurs associés, on a débattu longtemps dessus. Vous avez créé une autre société en fait. Non, même pas parce que t'es technicien, ils savent que c'est toi, après ils le balancent et tout. Non, le porno c'est chiant parce que la stéréo c'est impossible à faire sur ces axes-là, donc je me dis ce serait un peu dommage. Effectivement. Après, pour répondre honnêtement, je pense qu'il y a des applications dans tout.
fait, l'éducation, le sport, le journalisme, c'est juste, encore une fois, c'est quoi dire, mais il faut que ce soit écrit et pensé pour. Alors, nous, on a capté des matchs de foot au début en VR, et ben ça marchait pas très bien. La façon dont on l'a fait un match de foot, tu veux vouloir parfois être près du joueur, parfois être avec le goal, parfois une vue d'ensemble, parfois bouger, tu as besoin d'un réalisateur live avec plein de caméras et tout. Et c'est très bien comme ça. Par contre, si tu te dis, bah, moi je vais faire une expérience en VR qui est bah, pendant 15 minutes, pendant le match, je suis à côté de l'entraîneur qui gueule, qui donne ses indications, c'est complémentaire. C'est pas juste dire on va faire la même chose en VR. C'est-à-dire la VR peut s'appliquer au sport, mais il faut que ce soit pensé pour. Évidemment au gaming, tout le monde le sait. Au porn aussi. Mais au porn, pour le coup, si t'es pas en POV, je pense que ce sera bof. Donc il faut que ce soit écrit pour. Et à mon avis, ça s'applique vraiment à tout, hein, à l'éducation, à l'enseignement, aux gens qui vont s'entraîner à, je sais pas, justement, désamorcer des vraies bombes. Je suis sûr les mecs du SWAT, les démineurs vont s'entraîner comme ça. Enfin, ça s'applique vraiment à tout si c'est pensé pour. Voilà, c'est une conviction très intime. Mais je pense qu'il n'y a pas de barrière ou de domaine qui soit hors VR. Et il y a quelque chose dans la VR qui vous ferait vraiment plaisir dans un domaine particulier, hors peut-être que le cinéma ou le jeu vidéo. Est-ce qu'il y a un domaine où tu te dis, s'ils arrivent à faire de la vraie réalité virtuelle vraiment qualitative, on va tomber sur un truc de dingue? Bah, moi, il y a un truc qui me fait beaucoup rêver, c'est Samsung, ils ont annoncé il y a pas l'année dernière, je crois, une caméra à 360 degrés qui pouvait streamer depuis n'importe quel endroit du monde. Donc on peut t'imaginer, alors je crois que la caméra n'est pas en 3D encore, mais on t'imagine du coup une caméra au sommet de l'Everest posée et tu mets ton casque depuis Paris et tu te retrouves au sommet de l'Everest et tu peux regarder autour de toi en live ce qui se passe à Times Square au Japon. Ça existe déjà, il y a une société française qui le fait. Oui, c'est vrai. Ah oui, je me rappelle, c'est vrai qu'on en avait parlé quand j'avais parlé de ça. C'est vrai qu'on m'avait dit que ça existe déjà. Ils le font en 3D? Ils ne le font pas en 3D. Non, c'est. Mais pour moi, c'est. De quel appareil parlez-vous? Alors, de quelle chose parlez-vous? Samsung, je ne sais plus comment s'appelle leur caméra, mais la société française. En fait, vidéo aussi, ils font ça avec des GoPro, mais ils ont la technologie qui permet de streamer, enfin d'automatiquement stitcher toutes les caméras ensemble. Stitcher qui veut dire chaque GoPro va avoir un flux d'images et recréer la sphère en 360 dans lequel on peut se balader et en plus streamer ce flux 360 vers n'importe quel casque, n'importe où dans le monde. Donc ça, apparemment, ils maîtrisent ça. Enfin, moi, j'ai essayé ça en local, mais apparemment, ça marche très bien. Aussi via internet, donc c'est possible. Après, ce qui me manque, c'est encore une fois la stéréo. Oui, la stéréo, mais je pense qu'ils vont ouais. Enfin, c'est une question de mois ou d'années, mais ça va arriver, c'est sûr. Ça nuit. Ouais. Vu que le rig existe à 12 et prends le micro si tu veux. Hein. Oui, puis peut-être aussi c'est plus lourd aussi. Ouais, peut-être ils se sont dit comme le rig il est pas très bien en stéréo, on va se coller sur. Je pense qu'ils ont la technique, en tout cas. Là, on est vraiment. Après, il faut avoir une sacrée bande passante. Bon. Mais c'est un futur très très proche. Ça. Ton rêve arrive tout de suite. Pour moi, c'est quasiment la téléportation. Moi, j'exagère un peu, mais il y a un côté, on se téléporte dans un endroit en live, et je trouve ça incroyable. Moi, personnellement, ça me fait vraiment rêver, quoi. Je pense que Google aussi réfléchit probablement à des choses comme ça. Google, s'ils le font pas, c'est sûr qu'il le fera. Et vous, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plairait? Bon, outre la question du porno sur la VR, et on va pas non plus débattre sur la Google Glass qui est aussi très prisée dans le milieu. Moi, je crois que justement, par rapport en fait à toutes les technologies, à même tout ce qui se tient culturellement parlant, la VR peut s'avérer être au paroxysme en fait de vraiment ce qu'on a, parce que comme vous l'avez cité tout à l'heure, effectivement, les écrans, ça a éloigné les gens, comme les livres, parce qu'à la base, un livre, on le lit tout seul. Mais justement, par exemple, les livres, on a créé quoi au fur et à mesure? Parce qu'avec les boîtes d'édition et tout, on a les salons, ce qui fait qu'en fait, on a un salon, on rencontre des gens, on parle du livre, on échange. Et là, je crois en fait que là, justement, cet aspect au niveau de la technologie et des écrans, qui nous rendent au final relativement seuls, parce que même si on a un PC sur Counter-Strike avec des potes, on ne les a pas en face de nous, clairement, on n'a pas la sensation. Avec l'Oculus, l'avantage, c'est qu'on pourra retrouver un petit peu cette sociabilisation et cette sensation en fait de redécouvrir un petit peu les gens autour de nous. Parce qu'au final, c'est quelque chose qu'on a oublié. Quand je vois par exemple dans le métro parisien, en plus moi je suis rennais, je connais la différence, c'est incroyable, les gens ne se regardent pas, ne font pas attention, ils peuvent se bousculer, c'est comme s'ils ne se sentaient plus. Bienvenue et je à crois Paris. en fait que justement la VR en fait, mais ça commence à Rennes, hein, pas de souci, mais justement je pense que la VR peut réanimer un petit peu ce concept social en fait.
Et là, pour moi, ça sera, à mon avis, le point culminant de la VR et ce que je voudrais surtout y voir. Alors c'est la première fois que j'entends ça, du coup, que ça sociabilise. Du coup, je Non, t'en mais prie, mais Balthazar. c'est très paradoxal, mais quand on a fait l'expérience une fois, on comprend le potentiel. Et en même temps, j'aurais tendance à dire, il y a toujours le côté bon, mais le type en face, il est quand même virtuel, il n'est pas vraiment là. Mais en même temps, bon, on est des espèces de cerveaux aussi sur pattes, quoi. Donc, à partir du moment où il y a l'émotion, où il y a une communication, où il y a un échange, il y a un enrichissement qui se passe, l'humain, il est là. Voilà. Après, le truc aussi qui est amusant, c'est que finalement, bon, on peut vivre une expérience dans le virtuel avec quelqu'un d'autre, mais c'est ce que je ressens un petit peu dans ta réaction, c'est que finalement, ça va, au moment où on enlève le casque, ça va nous faire voir les gens un peu différemment. Ah oui, en fait, je peux te parler, je peux te regarder dans les yeux, c'est fou en fait. Là, je peux jouer au ping-pong avec toi, et puis on peut rencontrer n'importe qui, en fait, on peut... et c'est cette magie un peu de faire grâce à la VR en fait, quand on revoit le monde réel, quand on en sort, on le voit un petit peu différemment. Je trouve que c'est quelque chose qui va avoir énormément d'impact, je pense, de manière un peu diffuse, si ça prend une ampleur vraiment et ça devient un phénomène de société majeur. À la portée de toutes les bourses, du coup. Parce que du coup, si on a ça, ça veut dire qu'on a ça chez soi. Donc forcément que c'est abordable. Ça va se démocratiser. Enfin, je veux dire, là, au début, effectivement, aujourd'hui, c'est des produits qui vont coûter cher, mais si ça se développe, comme toute technologie, ça va devenir de plus en plus abordable. Un smartphone, aujourd'hui, ça coûte pour 150 €, on a un bon smartphone. Donc voilà. Antoine ? Juste pour les bourses, si on enlève les AAA, les gros jeux qui vont sortir et tout, bah aujourd'hui, pour ce qui est audiovisuel pur, éducation, sport, docu, porn et tout, on l'a déjà tous dans notre poche. Hein. C'est un casque entre 3 et 50 € ou 80 € et un smartphone. Donc, autant pour le game, je comprends que ça va être quelque chose qui va mettre un tout petit peu plus de temps à se démocratiser. Et c'est normal, il faut des grosses cartes graphiques, il faut des trucs de ouf parce que c'est du temps réel et c'est normal vu ce qui se galère à faire leur jeu. Heureusement que quand même on met de la qualité derrière, mais pour l'audiovisuel, c'est fait en fait. C'est juste qu'ils n'ont pas communiqué dessus encore, mais vous l'avez déjà tous dans la poche. Si vous avez mis à jour YouTube, vous l'avez déjà. Vous achetez un casque à 5 € et vous l'avez ce soir. Hein. C'est juste que la grande campagne de communication mondiale n'est pas encore vraiment lancée. Mais... alors du coup, ça tombe bien que tu parles des différents prix des casques, parce que quel serait le meilleur casque pour quelle utilisation en fait? Parce qu'il y en a tellement sur le marché, ça a l'air d'être un attrape-couillon ce truc. Et du coup, tu sais, UFC que choisir. Qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu prends pas, pourquoi, comment? Moi, j'aurais quand même tendance pour le moment à déconseiller les trucs cardboard en carton qui se montent en 10 minutes parce que c'est rigolo un quart d'heure, mais on se rend compte très vite des limitations. Pour moi, le meilleur casque mobile actuellement, en même temps c'est quasiment le seul, c'est le Gear VR de Samsung. Il coûte, alors la version commerciale sera à peu près à 100 $. Il faut un smartphone Samsung. Donc au final, la facture peut être chère, mais bon, si jamais tu as un Galaxy S quelque chose, ça marche. Et le casque est de très très bonne qualité. Là, c'est peut-être la porte d'entrée pour des expériences vidéo et choses comme ça sur YouTube dans la VR. Après, effectivement, le niveau ultime quand on veut vraiment débourser, mais je pense que quand on est déjà convaincu par la technologie, c'est d'investir dans sans doute ce que sortira HTC et Valve en 2016, le Vive, mais qui avec ses caméras, avec sa captation de mouvement, va sans doute coûter assez cher. T'auras les sortes de petites nunchuks dessus, je sais plus. Ou c'est vraiment juste... Non, ils seront livrés, enfin je pense qu'ils seront livrés avec au moment de la sortie. Ouais, d'accord. Dans le cas du Vive, oui, mais pas le Rift. Pas l'Oculus. Non. Oui, le Rift, voilà. Le Rift, ça sortira plus tard. Le Rift, ils ont aussi un équivalent de Wiimote qui sortira. Par contre, après la sortie commerciale du Rift, je trouve ça un peu bête parce que ça va quand même couper. Je sais pas pourquoi ils ont choisi de ne pas le sortir. Peut-être que la techno n'est pas prête, ils peuvent pas le sortir tout de suite, je sais pas. Oui, je pense qu'il y a des raisons de production physique, mais je pense que, enfin, moi je comprends la stratégie, même si elle n'est pas très très claire. Enfin, j'interprète, c'est que c'est trop. Pour le grand public, le gap il est trop important. C'est-à-dire que déjà le casque, waouh, mais après les mains, waouh. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est too much, quoi. Les gens vont avoir trop à digérer d'un coup. Et je pense que le packagé comme le joli truc que tu vas poser sur ton bureau, tu le mets quand tu veux, mais t'es pas obligé. C'est juste là, c'est discret. T'as pas obligé d'enfiler des machins et à expliquer pendant 3 heures à ta grand-mère comment ça marche. Je pense que mais c'est de qualité, c'est bien fabriqué.
Je pense que c'est comme ça qu'ils veulent, c'est l'objet unique, quoi, un peu. Et le truc aussi qu'il faut savoir, c'est avec les probablement, enfin, je sais pas si c'est officiel ou pas, mais il se dit que avec les contrôleurs sera livré une deuxième caméra. Donc ça veut dire que avec le Rift, tu as une caméra juste pour le casque et tu poses une deuxième caméra si tu achètes les manettes, et du coup ça nécessite aussi une installation un peu plus lourde, et ils n'ont pas envie que les gens qui sont pas à fond soient obligés d'installer deux caméras. Alors qu'effectivement Valve va nous imposer dès le début d'avoir ces caméras, même si au final on peut ne pas l'utiliser, mais c'est vrai que ça va être compliqué, je pense, à mettre en place dans les foyers. Voilà, et du coup je pense qu'assez naturellement, enfin j'espère que ça va assez naturellement se présenter au grand public, comme en fonction du fric que tu es prêt à mettre là-dedans, tu as un système plus ou moins sophistiqué. Voilà, donc l'entrée de gamme, ça va être, enfin, je parle même pas de Google Cardboard parce que c'est vraiment c'est cadeau, mais l'entrée de gamme, ça va être Samsung avec les Gear, ensuite le Rift avec les manettes, ensuite le Vive, a priori. Enfin, moi je le perçois comme ça. Encore une fois, moi je pense que je faisais de la VR depuis 1 an et demi quand j'ai testé les nouvelles manettes d'Oculus. Mais c'est un truc de ouf, je suis sorti, genre j'ai pas compris ce qui venait de m'arriver. Vraiment, je me suis dit, vous êtes pas frustré un peu là au niveau film? Qu'est-ce que vous allez faire? Bah ouais, franchement, ça fait réfléchir à énormément de choses. Mais un dernier truc aussi sur le HTC, c'est le seul que j'ai pas testé. Et je teste samedi prochain et tout, mais de ce qu'on m'a dit, c'est très différent. C'est-à-dire, t'as des petits bâtons, des trucs dans les mains. Là, quand même, on parle de quelque chose où t'es en pleine possession des doigts de ta main. Franchement, c'est quand même. Moi, je comprends qu'ils le sortent pas tout de suite. Moi, qui en faisais depuis 1 an et demi, je suis sorti de là choqué. Donc, si jamais les gens ils achètent ça tout de suite, c'est. Je pense que tu flippes vraiment fort. Il faut que les gens, faut babysitter les gens un peu vers ce que ça va devenir. Et en effet, je suis d'accord, je comprends leur. Enfin, déjà, quand tu testes le Vive, au-delà du côté Wiimote, c'est tout simplement quand tu commences à marcher. Vraiment, et que tu vois que tu te rapproches vraiment de. Moi, j'étais sur l'épave d'un bateau à 60 mètres de fond, et tu marches sur le pont du bateau. Tu te dis, je suis vraiment en train de marcher dans un monde virtuel. Voilà, effectivement, ton cerveau, il comprend plus ce qui se passe. Enfin, c'est assez fou, quoi. Tu ressors de là, moi, j'étais rincé, quoi. Tu vas voir, tu vas aimer. Du coup, il y avait peut-être une. Paris Games Week, si vous voulez le tester, a priori, c'est assez abordable. Il va y avoir sans doute un peu d'attente, mais. Le lieu où il faut être apparemment là, Paris Game Week, c'est le lieu où il faut être, quoi. Si tu veux tester de la réalité virtuelle, il faut y être. Ah bah ouais, carrément, cette année, il y a le paquet, il y a Oculus, il y a Valve, il y a PlayStation VR, il y a, je sais pas si c'est Samsung avec le Gear VR, je suis pas sûr. Il y a Omido aussi qui a un casque Android qui est un peu moins perfectionné que le Vive, mais que le Gear VR, mais qui est pas mal du tout. Non, il y a ce qu'il faut. Ok, je crois qu'on va arriver sur quasiment la dernière question de la soirée, du coup. Monsieur l'architecte, on t'écoute. Ah, il y en a peut-être une aussi, peut-être. Si on a le temps, on repasse avec toi, pas de souci. Oui, on a pas mal parlé de concepts d'ubiquité, et puis on a également fait pas mal d'analogies avec les nouveaux comportements sociaux qui avaient entraîné les smartphones, et surtout à quelle vitesse ils s'étaient démocratisés. Bon, j'ai peut-être une piste que j'aimerais aborder, peut-être pas pour demain, mais peut-être pour après-demain. Il y avait un film de science-fiction avec Bruce Willis qui s'appelait Clone, qui est sorti il y a quelques années, où le scénario, en fait, dans un futur proche, les gens avec un système de réalité virtuelle assez perfectionné contrôlaient des androïdes à distance, des robots qui leur ressemblaient dans la rue, et au final, plus personne ne sortait de chez lui. Ils avaient des robots qui étaient eux en plus beaux, en plus jeunes, et plus personne ne sortait de chez soi, et seulement quelques marginaux qui n'avaient pas soit les moyens, soit l'envie d'employer des robots à distance. Est-ce que, c'est sorti en 2009, bien avant qu'on puisse imaginer que la VR revienne sur scène avec l'Oculus en 2012. C'était encore en 2009 quelque chose qui nous semblait complètement irréalisable. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose de plausible dans un avenir relativement proche, que ça puisse engendrer des comportements sociaux vraiment inattendus aujourd'hui, comme cela? Alors moi je pense que pourquoi s'emmerder à prendre un robot et le faire sortir dans la vie réelle? Tu préfères pas te prendre un avatar et aller dans un monde où tu peux faire ce que tu veux? Je pense que ça va être... Après, c'est un gros problème social. Et qu'est-ce que ça va être le futur? Et puis l'obscurantisme, est-ce que ça va être bien, pas bien? Est-ce que c'est bien d'être asocial? Est-ce que c'est pas bien? Tout ça, bon, c'est des questions... C'est un débat philosophique, là, vraiment, qui n'a pas lieu d'être là. Mais je pense que le futur, dans ce cas-là, ça va plus être... qu'il y a un livre qui est un peu une bible. C'est le Harry Potter de la VR, c'est Ready Player One. Je pense que c'est plus ça qui va se passer dans ce cas-là. Si on aura des avatars dans un monde... Oui, on sera quand même chez nous dans un fauteuil à rien foutre. Ça, d'accord, c'est la même chose que Clone. Mais pourquoi aller prendre un robot et le faire sortir dans Paris, quoi? Il n'y a pas grand-chose à faire dans Paris, même pour un robot. Je pense plus, dans ce cas-là, on aura des avatars dans un monde réel et on leur fera faire ce qu'on veut. Mais...
Ça me rappelle le film de Mamoru Oshii, là, comment il s'appelle Avalon. Avalon, voilà, c'est un peu ça aussi. Enfin, ouais, le truc c'est que c'est un peu inévitable, quoi, cette question-là. Je crois que j'aurais tendance à dire qu'en tant qu'évangéliste un peu de la VR, ça nous met dans une position délicate. Mais comment dire, c'est là où je retourne un peu ma veste du mieux que je peux en disant que finalement on est tous responsables, pas seulement les gens qui font de la VR, les consommateurs aussi, de consommer des choses qui sont qualitatives, qui sont intelligentes et qui vont pas nous aliéner. Donc voilà, je retourne un peu le miroir et je pense qu'on peut avec un marteau se fracturer la main si on vise mal. C'est ça, voilà. Je pense que c'est un outil de plus qui ouvre énormément de possibilités et j'espère qu'on en fera bon usage. Après, c'est vrai, ouais. Oui, c'est ça la technologie. Et c'est sûr que les excès et les dérives sont très faciles, mais comme avec n'importe quelle technologie, quoi. Donc, et moi, je conseille un jeu qui aborde énormément ces thématiques, notamment ce dont tu parlais, qui s'appelle Soma, qui vient de sortir, une sorte de jeu d'aventure, de science-fiction qui est absolument fabuleux. Alors, en termes d'histoire et de scénario, il aborde des thématiques extrêmement intéressantes. Donc voilà, ça s'appelle Soma, S-O-M-A, et ça vient de sortir et c'est génial. Merci. Est-ce que du coup tu veux poser la dernière question pour clore le débat? Tu seras le dernier. Du coup, je vais rester sur le pessimisme que j'ai représenté toute la soirée. Si on parle... je suis obligé de faire l'avocat du diable un peu, je crois. Personne ne le fera à ma place. Mais on parlait des différents constructeurs. Et est-ce que du coup, la multiplication des constructeurs, selon vous, ça va pas un peu tuer la réalité virtuelle dans l'œuf, dans le sens où tout ce qui sera jouable avec le touch d'Oculus ne sera pas jouable avec le Vive de HTC, et ce qui sera jouable avec le Vive de HTC ne sera pas jouable avec le PlayStation VR de Sony, et ainsi de suite. Alors, est-ce que la multiplication des supports comme ça va pas déjà un peu ralentir la mouvance, quoi? Oui, il y a un risque, hein. Et puis en plus on parle d'eux, mais il y a d'autres acteurs, hein. Il y a Razer qui fait l'OSVR, etc. Oui, moi clairement, il va y avoir des morts. Enfin, ça me paraît évident. Après sur PC, j'espère qu'il y aura quand même une mutualisation. J'espère que la plupart des expériences et des jeux qui sortiront seront à la fois compatibles avec le Vive et avec l'Oculus, parce qu'au final la technologie reste la même, à quelques détails près, des innovations près. Il y a déjà des exclusivités, non? Oui, il y a déjà des exclus, mais il y a aussi des jeux qui ont été annoncés qui seront multicasques. Donc j'ose espérer que ça... Après, c'est clair que les gens iront jamais acheter un Vive et un Oculus, ils devront choisir. Et pareil pour PlayStation. PlayStation, ça va être compliqué parce que ça veut dire encore un autre casque pour ta console. Si jamais tu joues sur PC et sur console, c'est super compliqué. Et sur mobile, alors là, je te parle même pas de tous les constructeurs qui lançaient leurs casques. L'année dernière, c'était la folie. Et je pense qu'il y a déjà la moitié qui n'existe plus aujourd'hui. Et il y en aura sans doute l'autre moitié qui aura en moitié disparu l'année prochaine. Donc, à part ceux qui auront vraiment les moyens de s'imposer commercialement au niveau du marketing et tout, alors je vois Samsung évidemment, mais il y a d'autres compagnies peut-être qui vont se lancer, Google, mais Google le cardboard, c'est pas un projet commercial, c'est un truc qu'ils ont fait pour rigoler, et voilà, et ça a fait du buzz et tout, quoi. Mais au-delà du consommateur, moi je parle surtout en termes de développement de contenu. Comment du coup on choisit le casque? Enfin, pour les films, je pense que c'est un peu différent du coup, parce que un film, l'expérience, elle peut être transposable sur n'importe quel support, mais en termes de jeux vidéo, il faut faire des choix, quoi. Ouais, excuse-moi. Je pense que c'est... Enfin, j'espère aussi, en étant optimiste, que les choses vont être un peu plus, horizontales au niveau du hardware sous peu. Et je pense que ça... Moi, j'ai l'impression que ça a quand même ça tendance à s'égaliser. C'est-à-dire que aux dernières nouvelles, j'ai entendu dire que Vive allait faire des contrôleurs qui se rapprochent un peu plus des touch. En même temps, Sony... Enfin, le fait d'avoir... Enfin, c'est eux qui ont initié le truc avec les deux mains. Ensuite, il y a eu Vive, ensuite il y a eu Oculus. Aujourd'hui, c'est possible de faire une expérience qui va être cross-platform sur le Morpheus, sur le Vive et sur le Rift, à partir du moment où on ne dépasse pas la simple présence des mains. Ça peut tout à fait, du point de vue développeur, être développé sur les trois, à partir du moment où, au niveau technique, on prend en compte les limitations de chaque. Et évidemment, comme dans un développement de jeu, ça va coûter de l'argent et du temps de faire une adaptation d'une plateforme à l'autre, mais j'aurais tendance à dire que
ce sera pas si différent que ça. J'espère que aujourd'hui de passer de la 360 de la Xbox à la, enfin le 360, je suis un peu en retard, mais la One, la PS4. Oh, the good old days. Et c'est pour ça que moi je suis un petit peu inquiet quand même pour Valve et HTC, parce que autant leur casque est technologiquement incroyable, autant effectivement est-ce que les développeurs vont entre guillemets s'emmerder à chaque fois à faire des jeux où tu peux te déplacer, sachant que c'est très compliqué. Je suis pas sûr que cette feature, ce qui est vraiment génial, soit vraiment applicable pour un vrai potentiel commercial. Au court terme, non, mais ça va probablement être. C'est un peu le truc, c'est un peu la VR du futur, et je pense qu'ils ont voulu s'imposer aussi là-dessus, quoi, en disant certes, on sait que les gens vont pas, déménager leur maison pour installer un Vive, mais on peut le faire théoriquement. Ben voilà. On est pile poil dans les temps, merci. Merci à tous. Je voulais, avant que vous partiez tout ça, remercier Loisirs Numériques et MO5, parce que ce sont les associations qui ont permis ça. Vous pouvez vous inscrire pour, pourquoi pas, nous aider à préparer les futures rencontres vidéoludiques. Je voulais remercier évidemment les intervenants. Je vais remercier Antoine, Jika, Balthazar, vous étiez magnifiques les chéris. Et ils se connaissent pas, c'est comme s'ils se connaissaient depuis des années, quoi. Franchement, merci beaucoup, et évidemment, merci à vous d'avoir vraiment soutenu le débat, d'avoir posé des questions, d'avoir réagi, et en plus d'avoir été sages comme des images. Vraiment, vous avez assuré. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et j'espère à très vite pour les prochaines rencontres vidéoludiques. Et merci à l'école 42 de nous accueillir. À très vite.